Bien, alors bonjour à toutes et tous, merci d'avoir tenu jusque-là. Alors moi je m'appelle Jocelyn Baumard, je suis maître de conférence donc en neuropsychologie à l'université de Rouen. Je suis membre de l'Institut universitaire de France et responsable d'une équipe qui porte sur action et interaction sociale. Merci aux organisateurs de me permettre de vous présenter mon travail aujourd'hui ou une partie de mon travail. Je travaille dans le domaine donc de la neuropsychologie de l'action et de la cognition motrice, dans le domaine des apraxies dont je vais vous parler aujourd'hui. Plus largement, je travaille donc sur les interactions humain-objet avec une lecture plutôt neurocognitive. Donc moi, je ne suis pas du tout médecin, pas du tout expert de tous les aspects, notamment physio et très câblé, pourrait-on dire, de la motricité. Je suis plutôt sur les aspects cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une apraxie? C'est un trouble de l'exécution intentionnelle des mouvements dirigés vers un but suite à une lésion cérébrale focale. Bon. Et ce qui est très important, par rapport au thème de la journée notamment, c'est que ça ne peut pas s'expliquer en principe par un trouble moteur élémentaire, une faiblesse musculaire, un défaut de coordination type ataxie, une atteinte sensorielle, un déficit attentionnel ou de compréhension. Cette façon de lire les troubles, on la doit à Hugo Karl Lippmann, il y a plus d'un siècle maintenant, neurologue qui décrivait des patients ni hémiplégiques, ni hémiparétiques, ni aphasiques, et qui pourtant exécutaient mal les gestes qu'on leur demandait, quand on leur demandait d'imiter des gestes ou de produire des gestes symboliques, par exemple. Un siècle plus tard, les apraxies s'est décomposé en jusqu'à une trentaine de formes cliniques. Il n'y a pas besoin de tout traiter aujourd'hui. Moi, je vais vous parler essentiellement de ce qu'on appelle les apraxies gestuelles. Alors, les apraxies gestuelles, ça correspond cliniquement essentiellement à des difficultés pour imiter des gestes sans signification, ce que les neurologues peuvent utiliser en évaluation clinique. Ça, je ferai l'impasse dessus pour aujourd'hui. On peut demander aux patients également de produire ce qu'on appelle des gestes symboliques. Quand on demande aux patients de montrer un salut militaire, un signe de croix, voilà, c'est une façon courante d'évaluer les praxies. Et puis, on peut leur demander d'utiliser des outils. Et je ne sais pas si ça va marcher. Ouais. Alors, il n'y a pas de son, mais tant pis. On présente ici aux patients une vis qui est déjà engagée dans une planche. Vous voyez qu'a priori, sur le plan moteur, sans être neurologue, j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal. C'est un patient qui a eu un AVC hémisphérique gauche. Et le patient va choisir un casse-noix pour essayer d'interagir avec une vis, avec peu de succès. Et puis il va passer à un autre objet, un marteau, mais qui n'est pas utilisé d'une façon tout à fait ni effective ni efficace. Et même quand il a le tournevis en main, le bon objet, l'utilisation semble assez peu opérationnelle. Et finalement, c'est un patient qui va errer dans sa façon de choisir et d'utiliser les objets avec les conséquences fonctionnelles que vous pouvez imaginer. Donc je vais me concentrer là-dessus aujourd'hui. On s'éloigne un peu du mouvement, mais j'y reviendrai à la fin. Alors, pourquoi s'intéresser à l'apraxie? Parce que, a priori, c'est pas forcément tout à fait évident. Première façon de répondre, parce que personne ne le fait. Si vous tapez apraxie sur PubMed par rapport à amnésie, par exemple, ou même trouble moteur, vous n'allez pas trouver grand-chose. Et si vous cherchez à vous intéresser à l'utilisation d'outils spécifiquement en enlevant toute la partie animale, il n'y a pratiquement rien. C'est la barre que vous ne voyez même pas. Donc je vous parle aujourd'hui d'un truc qui n'intéresse personne. Donc c'est un peu dommage parce que c'est quand même utile pour le diagnostic de certaines pathologies. Ce sont des tâches qui sont quand même assez sensibles aux lésions cérébrales, notamment corticales. Et c'est un syndrome, certaines formes de ce syndrome sont incluses dans certains critères de diagnostic si on pense à la dégénérescence cortico-basale, par exemple. Pour vous donner un exemple sur la droite, ce que vous voyez, c'est les courbes de sensibilité et de spécificité d'une série de tâches praxiques qu'on a utilisées sur une modeste cohorte d'une soixantaine de patients et une centaine de sujets contrôle. Et à chaque fois, les mesures sont plutôt satisfaisantes. C'est des patients avec pathologie neurodégénérative ici. Une deuxième raison d'évaluer l'apraxie, c'est que ça concerne quand même pas mal de patients, puisque ça concerne 30 à 70% des patients après un AVC, en fonction de la latéralité de la lésion. Ça concerne à un moment ou à un autre de l'évolution, pour ceux qui survivent relativement longtemps, la totalité des patients atteints de pathologies neurodégénératives, et puis on pourrait parler aussi de la dyspraxie chez l'enfant, qui est encore autre chose. C'est un syndrome qui est invalidant. Alors, il y a beaucoup des signes cliniques qui disparaissent dans les premiers temps post-AVC, mais la plupart du temps, ça peut rester assez invalidant avec des patients séquelaires à moyen ou long terme. Tout dépend comment on l'évalue, évidemment. Et de fait, c'est un assez bon prédicteur de l'autonomie, qu'il s'agisse de l'autonomie en termes de récupération fonctionnelle après un AVC,
La mesure d'apraxie, par exemple, est un meilleur prédicteur de la récupération dans certaines études que des mesures de mémoire, de langage chez des patients avec AVC hémisphérique gauche. C'est un bon prédicteur, évidemment, aussi de la perte d'autonomie chez les personnes atteintes de pathologies neurodégénératives. C'est probablement pour ces raisons-là que les recommandations internationales insistent sur l'importance d'évaluer ce syndrome dès qu'on a des atteintes corticales. La complexité, c'est que la présentation de ces syndromes-là va varier en fonction des pathologies. Ce que vous voyez sur la droite, c'est un papier qui a montré l'apraxie chez des patients avec lésion gauche, lésion droite, traumatisme crânien, maladie neurodégénérative. Chaque courbe est une population clinique. Bon, c'est pas très étonnant qu'on ait des variations d'une population à l'autre, mais ce que vous voyez, c'est aussi que c'est en dents de scie. Et ce que vous avez en abscisse, ce sont les taches praxiques. Et donc, ça veut dire que d'une tâche à l'autre, les patients sont plus ou moins apraxiques, voire apraxiques ou non. Ce qui nous démontre, en un sens, parmi d'autres arguments, que l'apraxie n'est pas tout à fait de nature motrice, et précisément, elle est plutôt, la plupart du temps, de nature assez cognitive. Et donc, on en est là, c'est-à-dire qu'on est passé de Lippmann, il y a plus d'un siècle, qui démontrait la spécificité de l'apraxie vis-à-vis de la motricité, de l'aphasie à l'époque. Et puis on a décomposé l'apraxie en différentes tâches, là, il y en a quelques-unes, on pourra en mettre plus. Et aujourd'hui on est sur une approche cognitive, c'est-à-dire qu'on en est à décortiquer les processus en fait cognitifs qui sous-tendent les performances dans différentes tâches praxiques. Et mon travail consiste, comme en maternelle, à relier les points pour faire de mon mieux. En termes de base cérébrale, là aussi c'est plutôt au niveau cortical que ça se passe la plupart du temps, même si certaines études commencent à montrer que dans les régions sous-corticales, il y a quand même des choses importantes qui ont l'air de se passer. Très schématiquement, on distingue une voie plutôt occipitotemporale, ventrale, qui serait dédiée aux connaissances sur les actions, sur les objets qui permettraient de réaliser les opérations. Une voie très occipito-pariétale, dorso-dorsale, très supérieure, qui permettrait les conversions visio-motrices, qui seraient notamment en jeu dans l'ataxie optique, qui serait en jeu aussi pour la constitution de modèles internes, c'est-à-dire la capacité à anticiper nos mouvements dans un futur proche. Si vous pensez aux gestes que vous faites quand vous ouvrez une fenêtre ou quand vous retournez une tasse, par exemple, vous faites des mouvements comme ça sans avoir besoin d'y penser. Ces régions-là, a priori, sont pas mal impliquées là-dedans. Et puis, on a une voie dite dorso-ventrale dans les modèles, qui serait essentielle et qui est assez importante effectivement pour l'utilisation d'outils et l'imitation de gestes. Le fait est que d'une population clinique à l'autre, chez les patients vasculaires évidemment, mais aussi chez les patients avec une pathologie neurodégénérative, on peut avoir des atteintes focales ou relativement focales, si on pense aux atrophies corticales focales dans les démences, de ces différentes voies, ce qui peut donner des tableaux cliniques sensiblement différents. Alors je vais me centrer sur un sujet qui est l'utilisation d'outils pour une partie de la présentation. Alors quel intérêt d'étudier ça? On peut rappeler quand même que la capacité que nous avons en tant qu'espèce humaine à fabriquer, utiliser et pérenniser l'utilisation d'outils est capacité anthropologique, c'est-à-dire définitoire de notre humanité. Bergson parlait non pas d'homo sapiens, être doué de langage, mais d'homo faber, être doué d'une capacité à utiliser et fabriquer des outils. Donc c'est quand même assez important à explorer. Et finalement, on peut aussi se rappeler que la totalité de notre environnement aujourd'hui, et donc de l'environnement des patients, est d'emblée technique. Il n'y a pas grand-chose de naturel dans cette salle. La totalité de nos interactions physiques, fonctionnelles d'aujourd'hui, sont des interactions techniques. Et donc les patients baignent dans ces environnements-là, et ça guide probablement puissamment les actes moteurs qu'ils vont avoir à effectuer dans leur journée. Et donc, quand je parle d'utilisation d'outils, c'est au sens très très large. Ça ne concerne pas que les outils de l'atelier, ça concerne la conduite, la cuisine, l'écriture, le fait de faire ses courses, de ranger sa maison et tous les loisirs. Enfin, c'est la quasi-totalité des actes du quotidien, mine de rien. Quel intérêt cliniquement? C'est qu'on a des patients qui saisissent les objets à l'envers, qui les prennent par la mauvaise partie, ou qui se trompent carrément d'objets, essayant d'ouvrir une serrure avec une allumette, par exemple. Donc là, on n'est pas sur un trouble à proprement parler du mouvement, mais de l'action. En termes de cognition, comment on arrive à comprendre ça? Il y a différents facteurs dans l'histoire qui ont été identifiés pour interpréter ces troubles. Premier facteur, le syndrome dysexécutif, les troubles des fonctions exécutives, qui sont assez bien connus maintenant. Le principe de ces approches-là, c'est de dire, voilà, quand on utilise des objets au quotidien, et donc quand les patients ont des difficultés à le faire en l'absence de troubles moteurs, c'est parce qu'ils ont des troubles de la sériation, de l'organisation de l'activité dans le temps. Si vous faites un café, il faut faire les choses
ou un petit déjeuner, il faut faire les choses en premier, en deuxième, en troisième, sinon c'est le chaos. Ça a été assez bien montré par une équipe qui était à Philadelphie. Nous, avec les collègues, on a utilisé des tests type Tour de Londres, c'est ce que vous voyez sur la droite ici. Donc c'est un test de planification cognitive, donc il faut reproduire un pattern en déplaçant les billes sur un support. Et quand on met ça dans une analyse factorielle, ça prédit assez bien les difficultés des patients, notamment dans certaines maladies neurodégénératives, type maladie d'Alzheimer. On a un deuxième grand facteur, c'est un facteur plutôt sémantique. Donc la mémoire sémantique, c'est le postulat vedette, un des postulats vedettes de la psychologie cognitive des années 70-80. C'est l'idée que nos opérations sont puissamment guidées par nos connaissances sur le monde. Pour la partie utilisation d'objets, ça peut s'évaluer très simplement en demandant aux patients d'associer des images d'objets, comme ici par exemple, être capable de dire que la scie et la hache partagent quelque chose, que le marteau s'utilise avec le clou. C'est comme ça qu'on évalue les connaissances sémantiques sur les objets. Alors ce qu'on a fait avec un certain nombre de collègues, c'est qu'on a essayé de regarder ce qui se passait chez des patients avec démence sémantique notamment, ou APP, variance sémantique, qui sont des patients avec atrophie relativement circonscrite au niveau des lobes temporaux et qui ont des troubles sémantiques sévères, d'où le nom. Ces patients ont, comme tous les patients, que ce soit DCB ou maladie d'Alzheimer ici, des difficultés à utiliser des objets. Sur le graphique de gauche, c'est une méta-analyse, ou en tout cas une revue systématique. Chaque cercle est une étude, et plus le cercle est élevé, plus les patients ont des troubles. Donc sur les quelques études qui se sont centrées là-dessus, on retrouve systématiquement des difficultés chez les patients. Et ce que vous voyez sur la droite, ce sont les corrélations entre les tâches d'utilisation d'objets, justement, et des mesures de mémoire sémantique. Et on est content, parce que c'est assez joli. On a des corrélations assez bien linéaires dans certaines études entre ces deux facteurs. Donc, pour utiliser des objets du quotidien, il faut que les patients aient des connaissances. Mais il existe des patients qui, bien que n'étant pas asémantiques, montrent de graves troubles, parfois d'utilisation d'objets, et bien que n'étant pas paralysés aussi, évidemment. Et donc ça a conduit dans les années 90 à une hypothèse qui est l'hypothèse du raisonnement technique, c'est-à-dire l'idée que dans beaucoup de nos opérations techniques du quotidien, il ne faut pas seulement connaître, il faut aussi comprendre les interactions mécaniques pertinentes. Je vous donne un exemple, si vous utilisez un marteau, vous ne le saisissez pas n'importe comment, et donc votre acte moteur va se configurer d'une certaine façon parce que vous comprenez le principe de percussion. Alors tout ça est très implicite probablement, mais en tout cas c'est le postulat fort de cette hypothèse. Ça, on peut l'évaluer chez les patients. Alors il faut avoir le matériel, mais en leur demandant de résoudre des tâches d'utilisation nouvelles. Je ne sais pas si vous avez vu des travaux sur les corneilles, par exemple, qui résolvent des problèmes techniques, c'est inspiré de ça. Il faut sortir une cible d'une boîte transparente en choisissant des outils sur leurs caractéristiques mécaniques, sans forcément que ça corresponde à quelque chose de connu. La capacité à faire ça est assez bien corrélée à des activations ou à des lésions dans les régions pariétales inférieures, et notamment une région dans le sillon intrapariétal qui s'appelle l'RPF. C'est François Osurac qui a pu montrer ça dans des méta-analyses d'imagerie récemment. C'est une des rares aires de ces régions-là qu'on ne partagerait pas avec d'autres mammifères et qui expliquerait nos capacités techniques. Alors chez les patients, qu'est-ce que ça donne? Le concept d'atechnie a été utilisé pour désigner ça. Ce sont des patients qui ont des troubles d'utilisation relativement sévères. Ce que vous voyez mis en valeur en jaune, c'est les performances de patients avec lésions vasculaires, gauche ou droite. Et globalement, les patients avec lésions gauche sont particulièrement en difficulté dans ce type d'action, dans ce type de tâche. Et ce qui est peut-être plus intéressant pour le quotidien des malades, c'est la corrélation que vous voyez à droite, qui est là aussi une méta-analyse. Donc chaque cercle est une étude, et à l'échelle de plusieurs études, on a une corrélation satisfaisante entre la capacité à résoudre ces problèmes techniques et les actes du quotidien. Autrement dit, en vie quotidienne, on n'est pas régi seulement par de la motricité, pas seulement par des connaissances a priori, mais aussi par du raisonnement à minima. Bon, voilà quelques facteurs, on pourra en considérer d'autres. Ça donne un modèle globalement qui ressemble à ça, un modèle factoriel qu'on a publié dans une série de publications. Et donc, si vous prenez 3 facteurs cognitifs que sont les fonctions exécutives, les connaissances sémantiques et le raisonnement technique, sans parler de la dextérité fine qui s'ajoute à ça, j'en parle plus loin, vous prédisez 90% de la variance dans des tâches d'utilisation d'outils chez les malades. C'est quand même pas inintéressant pour l'interface avec les collègues paramédicaux ou neuropsychologues. Et la capacité à utiliser des objets en consultation est assez bien corrélée avec l'autonomie en vie quotidienne. C'est ce que vous voyez sur la droite. Et comme on demande souvent aux praticiens de prédire avec une boule de cristal comment
les troubles qu'on observe vont faire sens et vont impacter la vie quotidienne, on se dit que c'est un modèle qui peut éventuellement être un peu intéressant. Alors il y a un deuxième type de gestes qu'utilisent parfois les neurologues pour diagnostiquer l'apraxie, ce sont les gestes symboliques, c'est-à-dire ces gestes, dont je vous disais, qui consistent à demander au patient de faire un signe de croix, un salut militaire, bref, un geste chargé de signification. Alors ces gestes sont relativement écologiques, on en fait beaucoup au quotidien sans forcément s'en rendre compte, mais on peut penser à l'apprentissage de la communication dès la crèche, avant même l'avènement du langage articulé. On peut penser au dressage des animaux, aux gestes qu'on fait au volant quand on est un petit peu énervé, ou certaines personnes, surtout pas moi, ni vous, les militaires. Enfin voilà, c'est des gestes qu'on fait quand même assez fréquemment, qui sont assez variés et qui peuvent véhiculer un certain nombre d'états internes. Alors comment ces gestes ont été compris, là encore cognitivement? Avec l'hypothèse de la mémoire sémantique, puisque je transmets du sens par mes gestes, par mes actes moteurs, j'ai besoin d'un référentiel sémantique que l'autre partage avec moi, et donc ça marche assez bien. On retrouve, ça c'est une méta-analyse assez récente qu'on a sortie début 2024, on retrouve à l'échelle d'études individuelles et d'études de groupe des corrélations, alors parfois modestes, mais globalement des corrélations, entre des mesures de langage, des mesures sémantiques, c'est un peu moins satisfaisant, mais on en retrouve quand même, et la capacité à produire ces gestes-là. Donc finalement, ça nous fait sortir de la sphère purement motrice. Et puis plus récemment, certains collègues sont allés plus loin en disant mais ces gestes, ces actes moteurs sont des actes de communication, en fait, ne sont pas purement moteurs. Quand vous faites les gestes que je viens d'évoquer, peut-être que ça fait appel à des compétences sociales, puisque vous devez identifier l'état interne qui est le vôtre, et puis le communiquer à quelqu'un qui va devoir le reconnaître. Et en plus, vous cherchez à modifier l'état interne de l'autre quand vous faites certains gestes. Et donc peut-être qu'en fait, c'est une tâche de cognition sociale. Pour rappel, la cognition sociale correspond à l'ensemble des compétences cognitives et émotionnelles nécessaires aux interactions sociales et permettant d'appartenir à des groupes sociaux. Alors quels arguments on pourra avoir, c'est très récent, hein, quels arguments on pourra avoir pour penser ça? On a regardé dans cette méta-analyse sur une vingtaine d'études les conséquences des lésions vasculaires hémisphérique gauche ou hémisphérique droite, et c'est ce que vous avez sur le graphique à droite. Globalement, on a un patient sur deux après AVC hémisphérique gauche qui a du mal avec ses gestes, mais ce que montre la flèche bleu foncé, c'est qu'ils sont plus en difficulté quand même avec les gestes d'utilisation. Pour les patients avec lésion droite, c'est la flèche plus claire, on a quand même un patient sur trois qui est gêné avec ça. Et ils sont gênés également, mais davantage avec ces gestes-là qu'avec les gestes d'utilisation. On a un réseau très latéralisé à gauche pour l'action impliquant des objets, et puis quelque chose de plus bilatéralisé pour ces gestes symboliques, donc probablement que c'est assez multidéterminé. Un deuxième argument, c'est une corrélation qu'on a réussi à produire à l'échelle de plusieurs études, là encore, entre l'intensité émotionnelle du geste à produire, ce que vous avez en abscisse ici, et la performance. Et donc plus l'intensité émotionnelle est élevée, plus les patients semblent avoir du mal à produire ces gestes-là. Ce serait à confirmer dans des études de cohorte ciblées là-dessus, mais il commence à y avoir des indicateurs. Et puis on mène avec l'université, le CHU de Rouen, des travaux sur la démence frontotemporale. Et ce que je vous montre là, c'est des corrélations entre des mesures de théorie de l'esprit, de cognition sociale au sens large, et la capacité à produire ces fameux gestes symboliques. Et donc, il n'y a plus grand-chose de moteur à l'arrivée peut-être là-dedans. C'est une tâche finalement assez cognitive, voire socio-cognitive. En termes de base cérébrale, ça c'est une autre méta-analyse qui n'a pas encore passé l'évaluation par les pairs, mais on retrouve plutôt des activations fronto-temporaux-insulaires ou des lésions fronto-temporaux-insulaires, ce qui n'est pas inintéressant parce que ça correspond pas vraiment au réseau de l'apraxie habituel, qui sont plutôt pariétaux, fronto-pariétaux, et ça correspond plutôt au réseau de la cognition contextuelle, c'est-à-dire qui sont en cause dans la démence frontotemporale, c'est-à-dire des réseaux impliqués dans la capacité à faire l'interface entre les signaux internes, notamment les émotions, et les exigences environnementales. Donc ça collerait assez bien, mais ça reste encore, pour l'instant, des preuves indirectes. Alors voilà, ma conclusion, c'est que ces activités praxiques qu'on propose parfois aux malades, alors, on propose assez peu l'utilisation réelle d'objets parce qu'il y a des freins psychologiques à ça, mais en tout cas, ces quelques gestes qu'on peut proposer aux malades sont puissamment saturés de facteurs cognitifs et sont peut-être pas très purement moteurs, voire praxiques. Alors, pour conclure, je voudrais vous soumettre un questionnement que j'ai et qu'on a avec certains collègues dans ce domaine-là. C'est de pointer qu'on a un paradoxe dans le domaine de l'apraxie, puisqu'il y a un siècle, on avait Lippmann qui nous disait l'apraxie,
c'est un trouble de la motricité volontaire, mais qui n'est pas explicable par un trouble moteur, et qui n'est pas explicable non plus par un trouble cognitif au sens de ce qu'on connaissait à l'époque, le langage. Sauf qu'en un siècle, on a multiplié les facteurs cognitifs, et donc il faudrait recommencer ce travail-là pour vraiment isoler et chercher à répondre à la question, est-ce qu'il y a vraiment une apraxie pure qui n'est ni motrice, ni cognitive? Une proposition qu'on avait faite dans un papier en 2021, ça vaut ce que ça vaut, c'était de distinguer une apraxie peut-être symptomatique de troubles cognitifs, ou secondaire à des troubles cognitifs, auquel cas c'est peut-être pas très apraxique, mais c'est juste cognitif, c'est une affaire neuropsychologique pourrait-on dire, et puis peut-être des apraxies idiopathiques ou primaires, je ne sais pas comment il faut les appeler, c'est pas voué à être utilisé tel quel en pratique clinique, c'est plus le raisonnement qui est important ici, et ça correspondrait à une apraxie pure, ni motrice, ni cognitive, mais l'existence de ce truc-là reste à démontrer. La seule forme d'apraxie qui pourrait correspondre à peu près à cette définition-là, ce serait l'apraxie mélokinétique, c'est-à-dire un déficit de dextérité fine qui va perturber essentiellement ce que Luria appelait la mélodie cinétique, c'est-à-dire la capacité à produire des séquences motrices essentiellement distales. C'est un trouble qui est, à ma connaissance, généralement unilatéral, contrôle latéral à la lésion, qui intéresse plutôt les aires prémotrices la plupart du temps. C'est un trouble qui est surtout constant dans toutes les tâches motrices, donc c'est un trouble de production des mouvements volontaires, constant, c'est pas tâche dépendant, a priori. Et c'est un déficit gestuel, alors là, il y a débat, non moteur au sens, quand vous lisez la littérature, on vous dit qu'il n'y a pas de faiblesse motrice associée, il n'y a pas d'hémiplégie, il n'y a pas de parésie à proprement parler, donc ce ne serait pas tout à fait moteur et ce ne serait pas cognitif parce que ce serait constant dans tous les actes moteurs. Je n'ai pas la réponse à cette question-là, simplement je peux vous dire comment l'évaluer si ce n'est pas tout à fait clair. Vous avez la tâche de rotation de pièces, la Cohen Rotation Task, qui consiste à demander au patient de faire tourner une pièce entre les 3 premiers doigts de la main, à droite, à gauche, éventuellement en bilatéral, et vous pouvez faire le contraste, puisque cette apraxie est généralement, sinon unilatérale, au moins asymétrique. On peut penser à la DCB, par exemple. Voilà, je m'en tiens là. Je remercie les collègues et étudiantes qui ont participé au recueil de données et à tout ce travail. Je remets mon mail, il y a un message subliminal, c'est-à-dire si vous avez des questionnements sur l'apraxie, si vous avez un intérêt pour ça, un moment clinique qui émerge, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour en discuter, générer des nouvelles questions, ça m'intéresse puissamment. Voilà. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exposé? Des questions? Oui. On a commencé un peu la discussion avant. Sur le plan, donc moi je m'occupe d'accidents vasculaires cérébraux de manière spécifique. C'est assez exceptionnel d'avoir des AVC avec des difficultés d'utilisation d'outils. Les aides-soignantes s'en rendent compte très très vite, entre le rasoir, la brosse à dents, le peigne et les choses comme ça. Et on a des ergots qui testent ça, et franchement, ils ont assez peu souvent ça. Donc après, on reste dans le geste symbolique, le mime. Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude on fait un test des fonctions exécutives, mais on les considère pas comme de l'apraxie, donc vous voyez, il y a cette difficulté-là dont on peut discuter. Et puis je vous ai fait part du fait de quelque chose qui était ma thèse de médecine, qui est une vieille histoire, mais dans la littérature on retrouve une des raisons de parler d'apraxie mélokinétique, c'est de dire il est hémiplégique à droite, on va regarder les mouvements du côté sain et on va dire que ce qu'on voit comme anomalie c'est de l'apraxie mélokinétique. Sauf qu'il y a de multiples preuves dans la littérature que le côté sain n'est pas si sain que ça et qu'il ne bouge pas de manière normale. Il y a des déficits de force, des déficits de vitesse, des déficits de pointage qui sont documentés dans la littérature, aussi bien dans la cinématique que dans les mesures de force ou dans d'autres volets de ce type-là, depuis les Australiens Gandevial. La première description d'ailleurs est celle faite par un neuroanatomiste suédois qui s'appelait Broda, qui a fait lui-même un AVC, qu'il décrit comme moteur pur, disons. Donc c'est en sous-cortical dans la capsule, j'ai pas de raison d'avoir de troubles cognitifs associés sur le plan moteur, et qui décrit ses faiblesses du côté sain, en disant mais j'ai du mal à être précis, j'ai du mal à écrire correctement, mon écriture est modifiée sur ces volets-là. Donc c'est un des premiers points de départ là-dessus. Et le dernier point, c'est quand on voit que l'échantillonnage est entre 30 et 70%, on voit bien qu'il y a une difficulté à diagnostiquer ce qui est vraiment l'apraxie. Parce que quand c'est du simple plus que du double, c'est que tout le monde ne met pas dans la même case la même chose.
Et il y a une autre raison, alors chez les vasculaires, peut-être que c'est pas vrai chez tout le monde, chez les vasculaires, c'est quand même plus souvent présent chez les hémiplégiques gauche que chez les hémiplégiques droit. C'est plus souvent des zones qui sont proches de l'aphasie. Et donc, quand vous avez un sujet très aphasique, c'est très compliqué, s'il n'a pas de trouble instrumental avec un outil, d'être formel sur le fait que ce que vous lui faites passer, il l'a compris ou il l'a pas compris. Voilà. Bon, j'ai pas noté toutes les questions, mais j'ai essayé. Sur l'aspect prévalence, en fait, on a longtemps considéré, et dans certains endroits, on considère encore que c'est finalement assez rare de voir des troubles d'utilisation d'objets, mais tout dépend comment on l'évalue. Si vous êtes sur la dextérité, voilà, bah, y a plein de patients comme celui que j'ai montré qui ne sont pas sur la dextérité. Il faut aller voir en vie quotidienne. Et puis, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distingué aussi les situations avec ou sans choix. Et vous avez des patients qui, quand ils ont juste le strict nécessaire, s'en sortent très bien, notamment les asémantiques. Et puis vous avez des patients qui, dès qu'ils ont un choix à faire, je me souviens d'un patient qui me disait « je sais que j'ai besoin d'une petite cuillère pour manger mon yaourt, mais quand j'ai la cuillère, le couteau, la fourchette devant moi, je suis incapable de choisir. » Et donc tout dépend des modalités d'évaluation, et c'est le biais majeur. Et il n'était pas agnosique. Il n'était ni aphasique ni agnosique, c'est pour ça qu'on a pris un peu le temps de discuter, parce que pour une fois, il pouvait raconter son trouble. Il était un peu dysexécutif, mais ça ne s'explique pas par le syndrome dysexécutif. Donc voilà, ça dépend de ça. Alors sur le 30%, 70%, c'est 30% d'apraxie, toutes modalités confondues, chez les patients avec lésion droite. Ce qui n'est pas tout à fait classique, mais en tout cas 30% échouent les tâches d'apraxie. Le 70%, c'est patients avec lésion gauche. Mais tout type d'apraxie confondu. Voilà. Donc c'est quand même relativement fréquent, tout dépend comment on l'évalue, et on manque effectivement d'outils dans ce domaine-là. Voilà. Sur les aspects mélokinétiques, je botte un peu en touche pour être honnête. Les définitions internationales à l'heure actuelle sont toujours sur c'est un trouble unilatéral, contralatéral à la lésion, et je ne vois pas, dans le champ de l'apraxie en tout cas, de papier qui insiste sur le caractère bilatéral. Donc voilà, sur cet aspect-là, je n'ai pas plus d'éléments. En revanche, je distinguerais peut-être le côté atteindre. Vous parliez d'atteinte de cible. Ça, c'est pas tout à fait la même chose, les mêmes réseaux, les mêmes lésions que la mélodie cinétique, a priori, qui est plus préfrontale. Et donc, là, encore une fois, tout dépend des tâches qu'on met derrière mélokinétique. Voilà. Pas mieux. Oui. J'avais une petite question, parce que vous avez étudié du coup les patients ayant une démence sémantique. C'est vrai que nous, en neurologie, souvent, le prototype de la maladie neurodégénérative qui entraîne un trouble praxique, c'est la dégénérescence cortico-basale. Du coup, je me demandais si vous aviez évalué ces patients qui, habituellement, présentent à la fois des troubles mélokinétiques et puis des difficultés praxiques idéatoires, idéomotrices. Je ne sais pas si c'est des termes qu'il faut encore utiliser. Alors, nous, avec l'équipe française, on a rédigé un chapitre dans un traité de neuropsycho. Pour la première fois, on s'autorise à plus utiliser ces termes-là qui commencent à poser des problèmes, pour info. Mais on ne fait pas forcément consensus. Donc, vous utilisez les termes que vous voulez. Oui, on a utilisé la DCB. On a rencontré des patients avec DCB. C'est difficile parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Sur 4 centres d'inclusion, on a dû en avoir une petite dizaine sur 2-3 ans. C'est très compliqué parce que si on regarde les papiers des collègues à l'étranger, ils vont inclure dans la DCB des patients avec beaucoup de troubles cognitifs et de l'apraxie mélokinétique. Et nous, avec les collègues, on a fait le choix sur cette cohorte-là d'intégrer plutôt des patients avec des troubles relativement isolés de la sphère dextérité, mais qui cognitivement étaient plutôt bien. Donc déjà, d'un papier à l'autre, ces patients ne sont pas très comparables. Ce qui est assez clair dans la cohorte qu'on a suivie, c'est que le problème chez eux n'est pas tellement cognitif, il est clairement de nature motrice ou apraxie mélokinétique. Alors, c'est des patients chez lesquels on a aussi, probablement du fait des atteintes pariétales plus postérieures, des troubles d'imitation, et puis des phénomènes de lévitation tels que ceux que Danny Brown avait pu décrire à l'époque. On peut voir ce genre de choses. Je rectifie ce que je viens de dire, parce qu'on ne peut pas parler de DCB si on n'a pas la NAPAD, donc on parle de syndrome cortico-basal. Nous, on en voit quand même pas mal, donc si jamais, on pourra en discuter. Avec plaisir. Donc vous insistez sur le fait, dans les définitions initiales, du caractère volontaire. Dans beaucoup de domaines en neurologie, il y a une dissociation automatique ou volontaire. Il n'y a rien qui passe dans le domaine de l'automatique, de l'automatisme dans les praxies, notamment les gestes symboliques. C'est jamais automatique, c'est toujours un contrôle volontaire. Non, mais... Il y a de la dissociation automatico-volontaire qui a été décrite. Alors aujourd'hui, je ne vois pas trop de papiers qui travaillent avec ça. On l'expliquerait plutôt de façon cognitive, mais des patients, oui, qui n'arrivent pas à produire des gestes sur demande,
mais qui peuvent le faire en contexte quotidien. Le premier exemple, c'était sur la praxie bucco-faciale, un patient qui n'arrive pas à produire des gestes bucco-faciaux, mais qui peut quand même manger au quotidien. Donc, c'est qu'il arrive à mobiliser ces régions-là. Donc, Mais dans la gestuelle, non. Et dans les gestes symboliques, je ne crois pas avoir vu d'études, mais il faudrait, parce que dire bonjour, au revoir, c'est extrêmement automatisé, contextualisé. Mais alors, justement, c'est les trucs qu'on explore. Est-ce qu'il y a un lien à des facteurs socio-cognitifs ou est-ce que c'est beaucoup plus, entre guillemets, pavlovien, conditionné? Ça, on n'a pas la réponse à ma connaissance. Mais bon, c'est une très bonne hypothèse, à mon avis. Et juste pour répondre sur un truc qui me revient sur les aphasiques, on a travaillé avec des patients aphasiques. Le constat qu'on a fait, c'est que des patients, à moins d'être sur une aphasie globale quand même très sévère, des patients avec des déficits type alors aphasie de Broca peuvent accéder aux tâches quand ils sont pas apraxiques quand même. Ça dépend de l'étendue des lésions, mais et les aphasiques plus postérieures, type Wernicke, compréhension, chez eux c'est plus délicat, mais on a des dissociations. Vous avez dans la littérature des doubles dissociations entre langage et ces activités-là, donc l'un n'explique pas systématiquement l'autre. Par contre, les patients sont peu accessibles, ça c'est vrai. Merci beaucoup.